l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Il faut bien comprendre, Trump, lui, il a un objectif. Depuis le début, il l'a dit, il l'a écrit, la Heritage Foundation l'a expliqué, enfin, tout le monde l'a expliqué, puis Rubio et les autres. C'est simple. Il faut récupérer la Russie du côté de l'Amérique pour que ce ne soit pas un allié de la Chine en cas de conflit avec la Chine. Ok. C'est ça. C'est pas autre chose. Pour ça, il est prêt à céder sur lui, enfin à négocier sur arrêter la guerre en Ukraine en cédant sur un certain nombre de demandes russes, certaines d'entre elles avec lesquelles il est d'accord. On va en parler si vous voulez. Et puis le deuxième, c'est créer des relations économiques très serrées entre les Russes et les Américains qui fassent que les Russes, au cas où il y aurait une tension très forte avec les Chinois, n'aient pas tendance à repartir vers la Chine. Et en définitive, le rôle des Européens là-dedans, selon Trump, c'est de mettre une force de sécurité, non pas en Ukraine, c'est-à-dire les Russes n'en veulent pas, mais dans les pays limitrophes de l'Ukraine, pour le cas où les Russes, malgré tout, auraient la mauvaise idée d'attaquer. Ce qui est impossible si c'est Trump, impossible si c'est Vance qui lui succède, il y a de plus en plus de chances que ce soit ça qui se passe, mais qui pourrait être possible si c'est les démocrates, parce que les démocrates ont toujours voulu faire la guerre et seraient capables de provoquer Poutine. Voilà. C'est intéressant que vous évoquiez les démocrates et les Européens. Est-ce que, au-delà, on va laisser de côté, on va y revenir, mais on va laisser de côté justement ces négociations, ces perspectives de business, rattachement. Pour en parler, c'est très important. Bien sûr, comprendre mais on va revenir à la psychologie de Donald Trump et à qui est Donald Trump. Est-ce que fondamentalement, Donald Trump, qui a une vision très personnelle de la diplomatie... Pas du tout. Ah bon ? Mais je vous arrête tout de suite. Non, mais on a donné de Trump une image absolument invraisemblable. Mais ça, c'est typiquement européen et typiquement français. Pardonnez-moi, alors je me trompe, mais Non, pas du tout, parce que justement, vous avez montré d'autres choses. Non, Trump, c'est un personnage. Alors, à titre personnel, il part dans tous les sens, il est voyou, il est grossier, il applique des méthodes... Bon, il a plein de défauts, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas sympathique. Et il parle cash. Ça, c'est clair que lui, c'est pas un diplomate, il ne va pas vous enrober ça, il vous dit froidement ce qu'il veut, ou ce qu'il pense. C'est intéressant. Mais ça a un sens, c'est mieux, au moins comme ça les choses sont claires. Parce que les Américains, depuis Obama ou Biden, ils faisaient un peu la même chose, mais... C'était enrobé, si vous voulez, dans le cadre diplomatique, on vous disait on vous aime, mais on vous mettait un coup de couteau dans le dos. Oui. Là, c'est fini. Là, il vous dit je vous aime pas, et le coup de couteau, vous allez le prendre. Donc, c'est évidemment très différent. Alors, c'est le mérite de la franchise. Il faut bien voir que Trump, à son premier mandat, il était arrivé absolument pas préparé. Ça a été une surprise qu'il gagne, faut s'en souvenir. 2016. Ça a été une surprise. Et il n'était pas préparé, et donc l'administration américaine, l'État profond, comme on dit maintenant, a bloqué complètement Trump pendant son premier mandat. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a appris. Et pendant les 4 années suivantes, Trump il s'est préparé à l'élection, et là, il s'est appuyé sur qui ? Sur un think tank qui s'appelle Heritage Foundation. Et l'Heritage Foundation, c'est un think tank de droite, et dans lequel, dans les documents qu'ils ont publiés, on trouve tout ce que Trump est en train de faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est pas... Il suffit de lire la Heritage Foundation, enfin les papiers, les rapports de la Heritage Foundation, pour comprendre parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Et le deuxième élément, c'est que, regardez le discours de Vance au Conseil de la Sécurité à Munich, qui avait choqué tous les Européens. Mais en réalité... Vance, il ne disait pas ce que lui, Vance, y pensait. Il disait ce que les Américains pensaient, et on vient de le voir confirmer, alors c'est magnifique,
par l'orientation, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que c'est le plan stratégique, on peut dire ça. Le plan stratégique américain pour les 4 prochaines années, pour qu'on la appelle sécurité le nationale. Strategic National Security. Oui, exactement, sécurité. Bon, et ce plan national, qu'est-ce qu'il dit? Exactement ce que Vance a dit il y a maintenant 2 ans, ce que Trump a dit depuis toujours, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en réalité, ils sont dans un cadre qui a été fixé et ils mettent en place ce cadre systématiquement. Et dans ce cadre, effectivement, ils traitent les Européens de petits garçons. C'est ça. Mais Vance l'avait dit aussi, seulement on a été vexé à l'époque en disant mais qu'est-ce que c'est que ce vice-président qui se permet de nous donner des leçons. Maintenant, on a l'Amérique qui nous dit, qui est le grand frère, comme on dit en France pour d'autres choses, et qui dit attendez, maintenant vous arrêtez vos bêtises, il faut changer de politique parce que vous êtes très mauvais, vous êtes en train de couler. Je dirais que Trump est plus proche de Xi Jinping, de Poutine et de tous les chefs d'État qui sont véritablement des chefs d'État, que des chefs d'État européens qui sont tous des chefs d'État en difficulté, parce que, excusez-moi, les 3 que vous avez cités, le président Macron, Starmer en Angleterre et Merz en Allemagne, ils sont minoritaires, largement minoritaires, ce qui n'est pas le cas des autres. Ils sont largement minoritaires. Ils sont très faibles. On le voit bien, les 3. Et donc, ils essaient de se raccrocher comme ils peuvent à un certain nombre de choses. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'Ukraine a été pour eux un formidable moyen pour essayer d'exister, parce que les 3 étaient rejetés dans leur pays. L'Union européenne est menacée? Telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Moi, je pense que... Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense qu'il faut réformer l'Union européenne. Le mais problème si n'est pas de la détruire. Il ne semble pas, quand j'entends Ursula von der Leyen, qu'elle émette un seul doute sur le bien fondé de l'institution qu'elle représente. Non, mais von der Leyen, elle est là pour défendre l'institution et même pour la renforcer. Bien sûr. Les gens qui sont derrière elle, si vous voulez, sont... Mais il ne faut pas oublier que von der Leyen représente, elle a autour d'elle des conseillers qui sont à 80% des conseillers allemands. Donc elle représente d'abord les intérêts allemands, ensuite les intérêts européens, et elle a une vision qui n'est pas la vision de l'Europe telle que, visiblement, telle que la voient les Américains, les Russes ou les Chinois, puisqu'on a perdu toute crédibilité auprès des grandes puissances. Ce que nous savons, si on regarde l'histoire de l'Ukraine, ça s'arrêtera sur les frontières du Donbass. La guerre s'arrêtera sur les frontières, on le sait depuis le début. Hier, Zelensky a accepté, ça y est, que l'OTAN ne soit plus en Ukraine. S'il n'y a pas l'OTAN en Ukraine, il n'y a pas de troupes européennes. Parce qu'on est tous dans l'OTAN. Il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, alors ensuite, vous regardez. La paix se fait sur la ligne de front. La reconstruction, elle a été signée par Zelensky, on peut en parler, il y a plus d'1 an, avec BlackRock, le fonds d'investissement américain BlackRock. Les compagnies américaines, plus une compagnie française, mais les compagnies américaines, avant la guerre, ont déjà acheté, entre 2012 et 2022, ont acheté pratiquement la plus grande partie des terres à blé ukrainiennes. Trump a négocié en remboursement de la dette militaire contractée par l'Ukraine avec les États-Unis, a négocié l'exploitation de toutes les mines et les minerais intéressantes, terres rares et autres. Donc la reconstruction, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout, pas grand-chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça veut dire que les Européens, quand ils vous parlent de négocier la reconstruction de l'Ukraine, ça me rappelle, ceux qui s'en souviennent, l'Irak, où nous, les Français, on avait fait la guerre avec les Américains, et comme récompense pour la reconstruction, on a eu droit à déminer les plages de Kuwait City. C'est vrai ce que je vous dis. Ça a été le seul contrat. Donc, ce qu'on appelle les cocus, comptez-vous, en termes plus clairs. Et on aura la même chose. Dans les Balkans, on a le même coup. Donc, sur la reconstruction, on est dans dehors. On n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste... Vous ne pensez pas que malgré les efforts, Martin Bouygues, avec LCI, aura quelque chose? Non, même pas. Non, mais je crois que c'est pas... Il y aura des petites choses, si vous voulez, mais des miettes, c'est des miettes. Le problème est déjà réglé, c'est les Américains qui feront ça. Voilà. D'accord. C'est clair.
Bon, alors, tout le monde sera très content. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la sécurité de l'Ukraine. Comment assurer la sécurité de l'Ukraine, sachant que l'armée... Alors, Poutine veut une armée d'une taille intermédiaire, entre une armée de développée et une armée très faible. Les Américains ne sont pas contre, mais à ce moment-là, dans tous les cas de figure, il faut une sécurité. La sécurité, c'est mettre des troupes sur les pays limitrophes, c'est-à-dire la Pologne, tous les pays qui sont autour, la Roumanie, les pays autour. Bon. C'est là où, comme les Américains ne veulent plus entendre parler d'être installés en Europe, ils veulent se replier de l'Europe. Les Américains, ils disent, l'OTAN, constituée par les pays européens, doit avoir des forces militaires capables d'être prépositionnées sur la zone limitrophe, pour intervenir s'il y avait un problème, effectivement, avec les Russes. S'il y avait un problème avec les Russes. Et là, vous voyez, c'est ça la clé aujourd'hui. Elle n'est pas ailleurs pour les Européens. La vraie ça, c'est très clair ce que vous nous très dites. Clair. En revanche, quand Emmanuel Macron nous parle de forces de réassurance qui viendraient en Ukraine... Mais c'est impossible, je viens de vous dire... Mais pourquoi il continue alors? Mais oui, mais parce que ça, c'est de la manipulation d'informations. Non mais... Ce n'est pas possible, puisque Zelensky, hier, ayant dit que l'OTAN ne sera plus en Ukraine, c'est fini. Bon, donc on les met du côté européen, c'est normal. Et là, alors le problème des grands pays, les trois dont on parlait tout à l'heure, c'est que si on met des forces là-bas, il faut qu'elles soient capables des forces suffisantes pour tenir tête à la pression russe. Or aujourd'hui, vous savez, on a eu un rapport du Sénat il y a moins d'un an qui a dit que l'armée française, face à l'armée russe telle qu'elle est aujourd'hui, tiendrait 80 km de front pendant 6 jours, avant d'être anéantie. La totalité de l'armée française. La totalité. L'armée française, le corps expéditionnaire ceux qu'on peut projeter, si vous voulez. C'est 20 000 hommes, c'est ça, 30 000. Je ne sais plus exactement, c'est pas grand. Bon, il tiendrait 6 jours, après c'est fini, on n'aurait plus de munitions, on n'aurait plus d'armes et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut jouer ce rôle, qui donnerait enfin, c'est le seul possible, qui donnerait un rôle à l'Europe dans cette affaire, il faut qu'à marche forcée, on rééquipe, on reconstruise notre défense pour qu'elle soit efficace. Il va nous falloir 3 à 5 ans minimum, pour la reconstruire. Comment on fait dans un pays où il n'y a plus d'argent? Et là, l'Angleterre n'a pas d'argent, l'Allemagne, elle a surinvesti en défense, et nous, on n'a pas d'argent. Eh bien, comment on fait? Eh bien, on dit à tout le bon peuple, les gars, il va y avoir la guerre, alors il faut s'y préparer. C'est tout. Et on vous dit, alors quand même, comme on ne peut pas dire elle va avoir lieu tout de suite, parce que ça serait quand même... Alors on vous dit la guerre en 2030. Pourquoi en 2030? Non. C'est qu'on a besoin de 5 ans pour reconstituer un minimum nos armées, pour les prépositionner sur la frontière. 10 ans, je crois. Oui, alors quand je dis 5 ans, c'est le minimum. Dans la réalité, c'est De Villiers l'après. Mais tous, Lecointre en a parlé aussi. C'est une chose très intéressante, parce que Lecointre, c'est la première fois qu'un chancelier de la Légion d'honneur, ancien chef d'état-major des armées, parle. Et il a parlé. Bon, et qu'est-ce qu'il y a la même chose. Il nous faut 10 ans pour reconstruire une armée dont on vient de découvrir comment elle doit combattre durant la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre d'Espagne. Moi, je l'ai souvent dit, ça. Je dis, la guerre en Ukraine, c'est comme la guerre d'Espagne. C'est le test. On a testé tout. On a découvert que notre système, il était complètement dépassé. Poutine l'a dit en 2002 et en 2007, il ne faut pas l'oublier, à la conférence de Munich en 2007, il a dit, les pays qui... Et après, il l'a répété. Les pays auxquels il ne faut pas toucher, c'est la Géorgie, la Biélorussie et l'Ukraine. Le reste, il a accepté pour le reste qu'ils soient passés dans l'orbite occidentale. Mais ces trois-là, c'est la déclaration de guerre. On oublie même que Poutine, à une époque, n'était pas contre l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Il a demandé, en 2002, à rentrer dans l'OTAN et rentrer dans l'Union européenne. Ce qui paraît... C'est nous qui avons... Enfin, c'est les Allemands qui ont refusé. Bien sûr. Et c'est lamentable. Parce que s'il était rentré dans l'Union européenne, et effectivement, à cette époque-là, et même encore dans l'OTAN, le problème serait réglé. Oui, mais pas très certain non plus que les Américains auraient vu ça d'un bon œil. Parce que là, c'était un mastodonte qui naissait. Bien sûr, les Américains ne pouvaient pas l'accepter. Bien sûr. Et les Allemands étaient tentés, mais les autres pays européens, ils disaient, il faut peut-être être prudent. Mais Mitterrand, par exemple, a toujours été pour une alliance entre la France et la Russie pour éviter que l'Allemagne soit trop forte. Oui, bien sûr. Et quand j'entends aujourd'hui que l'Allemagne veut investir en militaire, vous avez vu,
des sommes considérables. Hein, beaucoup, le double. L'Allemagne va investir l'année prochaine le double de l'armée française, de la France en défense. Il faut quand même faire attention. Je ne veux pas toujours rappeler oui, ça le vous passé. inspire quoi, oui. Moi, je dis quand même qu'avec l'Allemagne, je me souviens du président Mitterrand, je me souviens du général de Gaulle. Avec l'Allemagne, il faut quand même être prudent. Il ne faut pas les laisser trop puissants. Et d'ailleurs, c'était la doctrine américaine. Il y en avait un qui disait j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'elle soit deux. Oui, ça aussi. À l'époque, tout à fait. Oui, mais c'est ça. À l'époque de la réunification, et déjà les craintes à l'époque. Les Américains ont toujours dit ne faites attention à une Allemagne trop forte en Europe parce qu'elle peut déstabiliser tout le monde. Donc, je n'ai rien contre l'Allemagne. J'ai beaucoup d'amis en Allemagne. Hein. Oui, bien sûr. Je trouve qu'on a bien avancé, on a quand même. Hein. Mais il faut quand même, il ne faut pas tenter le diable. On veut se mêler, alors qu'on se mêle de la politique, qu'on veuille défendre l'Ukraine, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi être raisonnable. Vous êtes en train de me dire, Alain Juillet, je reprends les propos du chef d'état-major actuel, Fabien Mandon, qui explique qu'il va y avoir qu'il peut y avoir dans 3 ans, un choc avec la Russie. C'est impossible. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait dans 3 ans... Pourquoi dit-il ça alors que c'est le chef d'état-major des armées? Si je suis très froid, je vous dis, c'est que... Alors, si on regarde, là, vous me direz, je suis parfaitement complotiste. Hein, mais dans 3 ans, Trump n'est plus là, les démocrates ont pris le pouvoir, ce que rêvent certains, évidemment, ont repris le pouvoir, et Biden déclenche la guerre contre la Russie. C'est ça qu'on veut nous dire ? Je sais pas, mais attendez, mais c'est ça. Si on est cohérent avec ce qui a été dit, mais oui. Dans 3 ans, c'est Trump n'est plus là. Oui, c'est ça, c'est la fin. On sait très bien que ceux qui disent ça espèrent qu'il y aura un gouvernement démocrate à la tête des États-Unis. Ça veut dire que les Américains, suivant une vieille tradition, parce qu'ils ont fait la guerre depuis toujours, font la guerre avec la Russie. Mais c'est pas possible. Mais non. Alors j'y arrive, c'est pas possible, parce que si on fait la guerre contre l'Amérique, ou l'Europe fait la guerre contre la Russie, nous sommes en guerre nucléaire, et ce n'est pas envisageable parce que ni les Américains, ni les Chinois, ni les Russes ne peuvent le faire. Imaginez une guerre en Europe contre la Russie. Mais vous vous rendez compte, le bonheur pour la Chine, elle devient la première puissance mondiale. Ça, nous sommes d'accord. Mais en plus, c'est impensable. Même par rapport à la Russie, parce que ce type d'argument existe depuis longtemps. Les néoconservateurs en parlent depuis longtemps. Démanteler la Russie, l'affaiblir, etc. Ça pouvait se comprendre au début du conflit. Mais ce qu'elle a démontré, c'est qu'elle a réveillé, elle n'a même pas réveillé, elle a consacré l'émergence des BRICS. C'est-à-dire que le réseau qu'elle avait lui a permis de contourner les sanctions. Exactement. Et donc, elle est restée forte. Donc aujourd'hui, tout ça est absurde. Mais bien entendu, les sanctions ont été, on le verra, les historiens le diront après la fin de la guerre, les sanctions ont été un échec total. Elles ont plus pénalisé les Européens que les Russes. Bien sûr. On le voit. Alors il y a la propagande qui vous dit, mais non, mais je suis désolé, ceux qui ont été en Russie, à Moscou ces derniers temps, regardez la vie à Moscou et la vie à Paris, et vous allez comprendre que ça va mieux là-bas qu'ici. Oui, c'est vrai. Attendez, il faut quand même... Et ce qu'ils voient aussi, c'est que, et là, il faut quand même le dire, parce que ça aussi, c'est qu'on a consacré énormément de moyens financiers, tous, les Américains, les Européens, sur l'Ukraine. Vous allez à Kiev, l'argent ruisselle dans un pays qui est un des plus pauvres de toute l'Europe. Oui. Pourquoi ? On sait très bien, la corruption. Transparency International avait classé l'Ukraine 27e pays sur 27, excusez-moi, en Europe, au niveau de la corruption. C'était le pire en corruption. Bon, on vient de voir, on l'a vu, mais on ne voulait pas le regarder. Mais on voit que tout le système, c'est systémique, la corruption est systémique en Ukraine. Bon, donc, en définitive, toute une partie de nos investissements là-bas, ils sont partis en fumée. Enfin non, c'est pour des appartements, dans des avantages, des comptes, dans la poche de certains. Ouais. Bon, là aussi, est-ce que c'est bien sérieux ? Est-ce que c'est pas, dans la situation actuelle, et vu la pression des Européens pour continuer, négocier, ne rien lâcher et tout, est-ce que la solution la plus rapide parce que le problème de Trump, c'est comment j'arrive à faire la paix le plus vite possible. Parce que lui, il est pressé, Trump. Mais bien sûr qu'il est pressé. Il a ses élections de mid-term. Mais exactement. Il veut, avant les mid-term, dire j'ai gagné la guerre en Ukraine, j'ai fait la paix, regardez ce qui se passe. Donc, si vous voulez, lui, et comment faire pour faire ça ? Si on n'y arrive pas sur le terrain avec la pression, parce que les Européens et Zelensky tiennent encore sur un certain nombre de choses, même si peu à peu ils lâchent.
Mais il lâche doucement, il lâche doucement sur tous les points. Regardez sur l'OTAN, il a fallu attendre hier pour que pour que Zelensky dise j'envisage effectivement, oui, pourquoi pas, alors on pourrait quitter l'OTAN. Cette condition-là était de toute façon obligatoire pour la tenue d'une quelconque négociation. Exactement, et c'était du point de vue russe. Et du point de vue, donc c'est bon. Donc il lâche peu à peu, mais ça prend du temps. Si on continue en disant on va attendre la bataille de Kramatorsk, ça prend encore du temps. Donc je pense que les Américains sont en train de mettre une pression maximale en disant on fait des élections, et là personne ne peut dire le contraire. On fait des élections démocratiques, et la réussite de l'élection, bien entendu, ça permet de faire la paix. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se jouer derrière tout ce qu'on raconte. Très intéressant. Dernière question, une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit à plusieurs reprises, l'Amérique, c'est le grand frère. Ils nous disent ce qu'on doit faire, ils nous font, etc., etc. Mais on a quand même l'impression que le grand frère, si nous on coule, il ne viendra pas nous Ah non, mais le grand frère, Est-ce que c'est vraiment encore le grand frère, l'Amérique ? Non, attendez, alors, oui, il faut préciser. Quand je dis le grand frère, moi, c'est dans la position, vous savez, celui qui a plus d'expérience et qui est plus sérieux, qui voit ça de plus loin, vous dit non, il ne faut pas faire ça. Tu vas te planter. Souvenez-vous, en Irak, c'était nous qui leur donnions des leçons. Mais exactement. Vieux continent. Mais oui, exactement. Souvenez-vous, en Irak, Chirac leur a donné des leçons. Voilà. Chirac leur a donné des leçons. Villepin, au nom de Chirac, leur a donné des leçons. Bon, là, c'était nous, le vieux continent, on avait l'expérience. Là, c'est le continent américain qui nous dit, les gars, vous êtes en train de partir en dérive, en brioche. Vous êtes en train de partir complètement en vrille. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Reprenez-vous. Il est temps de vous reprendre. Mais en disant ça, il y a un côté un peu aussi condescendant. Et c'est très net. Trump nous méprise. Il faut dire la vérité, il nous méprise.